Podcast chez Cavant, en collaboration avec Hockey Ballers, DA Sport, Deck pour qui s'abrevoit, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence Virtuelle. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Podcast du 14 août 2024. C'est parti! Robidoux vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux. Un tir! Un but! Jean-Simon! Robidoux! Bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. C'est Francisquez qui s'est rué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux. Francisquez! Goal! Chase! Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre échec avant, le podcast sportif là où tous les amateurs de sport se réunissent en grand. Ce soir, 18h33, nous sommes officiellement en direct pour un gros show en compagnie de Nicolas Zotta et Bruce Lubin. Messieurs, comment allez-vous? Bien, merci. Nicolas, Marc-Olivier, comment ça va, guys? Ça va, merci beaucoup. Ça va très bien pareillement. Messieurs, avant de commencer, je nous mets là, la petite image du segment Coup franc, le segment MLS et qui également là, entoure les nouvelles du soccer à l'international. Ce soir, principalement dans ce gros 45 minutes, puisque nous n'avons pas été en ondes la semaine dernière, nous allons mettre principalement l'emphase sur le CF Montréal qui a été actif dans les derniers jours, autant pour les bons coups que pour de moins bons coups, diront certains. Et je pense que ce soir, ça va être un show très crinqué. Et vous allez le découvrir tout au long de ces 45 minutes parce que nos deux collaborateurs ici en ont beaucoup à dire sur le CF Montréal. Et sans plus tarder, je vous laisse la parole, messieurs. Alright, comme Marco l'a dit, dans les bons coups, dans les mauvais coups, on suit quand même le CF Montréal, surtout que ces temps-ci, c'est un peu plus difficile. On est plus dans les mauvais coups que d'autres choses. Donc, le dernier match en date du CF Montréal était contre Philadelphie en Leagues Cup, qui s'est soldé à un score de 2-0 pour Philadelphie, malheureusement. Donc, aujourd'hui, ce que je vais parler, c'est que je vais parler surtout du match. Après, je vais parler des transferts et des arrivées qui sont arrivés à Montréal. Puis, par la suite, je vais parler vraiment du reste de la saison. Comment est-ce qu'on peut regarder ça d'un œil peut-être un peu plus positif, peut-être un peu plus négatif. Ça dépend vraiment de comment vous voyez ça. Vous allez voir pendant tout le segment soccer, on va peut-être plus voir du négatif parce qu'honnêtement, en ce moment, c'est pas joyeux pour le CF Montréal. Bref, sans plus tarder. Les 3 points du match contre Philadelphie. Donc, numéro 1, c'est une autre opportunité ratée par Montréal. Donc, sortie du championnat canadien, sortie de la Leagues Cup. Ça sent pas bon, ça sent vraiment pas bon honnêtement. On n'a plus trop d'opportunités pour se qualifier pour les championnats de la CONCACAF, donc les championnats continentaux. À part si on gagne, mais ça honnêtement, avec les mouvements puis avec les 9 derniers matchs qui nous restent, ça va être un peu difficile. C'est juste que, si je peux me permettre, le CF n'a pas existé durant cette rencontre. On a besoin de résultats capitaux pour le club, pour la direction, et pourtant, c'est bien beau de faire des transferts, il n'y a pas de problème, mais il faut répondre présent sur le terrain. Puis quand tu réponds pas présent sur le terrain dans des matchs de MLS, ok, fine, tu as le championnat canadien, tu as la Ligue Cup, mais quand tu réponds pas présent sur la Ligue Cup et le championnat canadien, et qu'en plus tu réponds pas présent en MLS, qu'est-ce que ça va devenir?
Parce que là, ça commence à être chaud. Là. Comme je l'ai dit la dernière fois, ça commence à être très chaud. D'accord avec ça, ça commence vraiment à être très chaud. Mon deuxième point, le CF Montréal n'a pas gagné à l'extérieur depuis le 10 mars contre le FC Dallas. Toute compétition confondue, là. J'ai compté là, les 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est une fiche de 0 victoire, 2 matchs nuls, 3 défaites. On a clairement un problème quand on va sur les pelouses adverses. Puis c'est pas normal. Regardez, le CF Montréal a l'habitude de commencer ses saisons à l'extérieur parce que malheureusement, le Stade Saputo n'est pas, il est pas apte pour les matchs pendant l'hiver. Puis malheureusement, on le sait tous, l'hiver montréalais, l'hiver québécois en général, malgré que c'est moins pire ces temps-ci, dans les dernières années, on peut pas prédire ça. Puis souvent, les conditions ne sont pas aptes. Mais bref, je m'égare un petit peu. On est, on est invisible. On est invisible à l'extérieur. On dirait qu'on a peur. On joue comme une équipe de U13. Même une équipe de U13 est capable de gagner des matchs à l'extérieur. Je suis choqué, déçu, révolté. J'ai tous les mots que je pourrais dire sur ça, honnêtement. Je pourrais les dire. Il y a peut-être des mots que je peux pas dire, que je vais pas dire parce que on essaie de garder ça correct, disons. Mais bref. Puis, mon point numéro 3 de cette rencontre, c'est une belle performance de Jonathan Sirois. T'sais, on essaie de prendre les bons côtés, même dans les mauvais moments. Là, sur 8 tirs cadrés, il a fait 6 arrêts. Puis je trouve que sans lui, honnêtement, le score serait beaucoup plus sévère pour cette rencontre-là. Fait que, somme toute, là, honnêtement, je sais pas pour vous, les gars, là, j'ai pas pu regarder le match, puis je suis encore content à cause du déluge qui s'est produit Ben, récemment. écoute, pour ma part, avant de laisser Bruce là, parler, puis je vais vraiment y aller bref, je suis pas quelqu'un qui regarde vraiment les matchs du CF Montréal. Ça m'est arrivé à l'occasion d'aller au Stade Saputo voir le CF Montréal dans les dernières années. C'est toujours une ambiance qui est le fun, même dans un match où l'équipe perd. Ça reste une ambiance qui est le fun. Les partisans sont au rendez-vous. On tente de s'accrocher à un espoir que je comprends pas parce qu'honnêtement, je sais pas quel est l'espoir lié au CF Montréal. Moi, je la trouve pas. Mais on dirait que ça revient à chaque fois. Les mêmes problèmes reviennent, puis on en parle constamment. Tu sais, des matchs où le CF Montréal n'est pas présent du début à la fin, ou des matchs où on commence en retard, puis on tente de finir. On tente de revenir à la toute fin, puis il est trop tard. À l'inverse, on commence fort, on n'est pas capable de s'accrocher à une avance, puis on la perd. Sinon, c'est le fait que on a une opportunité de se retrouver à 11 contre 10, puis on la saisit pas. C'est plein de facteurs répétitifs alentour du CF Montréal, puis le CF Montréal était présentement en milieu de peloton là, dans l'Est, à moins que je me trompe, là, j'ai pas vérifié le classement, Ouais. mais tu sais, depuis quelques semaines, on joue avec les positions près des séries. Puis là, on fait plein de transferts qui, à la fois, sont bons, mais qui d'autres sont douteux. Et là, c'est à se demander où s'en va le CF Montréal, où on a la tête, qu'est-ce qu'on vise chez le CF Montréal. Puis, je pense que c'est la question que plusieurs se posent. Tu sais, t'as parlé que le match contre Philadelphie a été affreux. C'est normal qu'il ait été affreux. Ils ont été tout seuls sur le terrain. Le CF Montréal n'a pas été présent. Puis là, il y a quelqu'un qui a commenté sur Facebook. Là, je m'excuse peut-être de la prononciation du nom, mais Hussein Azim, je sais pas si Azimé, je sais pas si je le prononçais. Il a écrit bien dit, le CF Montréal est vraiment horrible à l'extérieur. Tu sais, oui, on donne un bon spectacle à domicile, malgré quelques défaites, mais il faut être capable de garder cette constance-là à l'extérieur. Dans les dernières années, là, le CF Montréal a été capable de prouver que sur la route, on était capable de gagner des matchs. Mais là, c'est vraiment à se demander où en est l'organisation face à ça. Est-ce que déjà on a passé à autre chose et on est en train de se dire c'est terminé pour cette saison, on recommence l'année prochaine? T'sais, qu'est-ce que vous en pensez, là, Bruce? Comme a dit Nicolas tout à l'heure, très déçu en fait parce que le CF, malgré tout, année après année, n'y arrive pas. On essaie de combler les lacunes par des transferts.
OK, on fait des transferts, parfait. Nicolas voulait revenir d'ailleurs sur un transfert en particulier, celui de Juan. Ouais. Mais moi, pour moi, et je vais m'exprimer ainsi, je suis, disons, pas convaincu par ce transfert parce que Juan était un des seuls gars sur le terrain capable de euh, avoir les, excusez-moi du terme, les cojones. Il se battait pour le CF Montréal. On voyait que le joueur était concerné par le CF Montréal. C'est triste de le voir partir parce que oui, il a marqué quelques buts dans le fond. Euh, donc, j'ai un peu cette amertume en fait envers le CF Montréal pour certaines décisions que la direction prend et qui normalement est du standing de Gabriel Gervais. Oui, il fait pas un mauvais travail, mais le problème, c'est que son travail doit se répercuter année après année. Et le problème, c'est que là, année après année, on prend les choses positives. On dirait que les choses positives ne se répercutent pas année après année. Et pourtant, les choses négatives, donc les fiches négatives à l'extérieur, sont encore un problème immense du côté du CF Montréal parce qu'on n'arrive toujours pas, que ce soit à tenir un score, que ce soit à offrir une performance digne de ce nom à l'extérieur. Et ça, c'est très, très, très grave. Parce que c'est malgré tout, c'est un championnat qui demande en, en tant que tel que ton équipe performe à domicile et à l'extérieur, et le CF Montréal ne le fait tout simplement pas. Donc là, le problème, c'est que, comme la personne a dit sur Facebook, effectivement, les prestations du CF Montréal sont horribles. Oui, j'ai regardé la rencontre, et ça fait mal de dire ça, parce qu'on est montréalais, mais le CF Montréal n'a pas existé dans cette rencontre. Et on peut les nommer à plusieurs reprises où le CF Montréal est complètement sorti de son match alors que le match était pourtant à leur portée. Et rappelez-vous, on disait avant le match, oh, fine, le Philadelphie, c'est à notre portée, guys, come on. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Littéralement, la prestation est à vomir du CF Montréal contre Philadelphie. Je suis désolé pour ça, mais elle est réellement à vomir. J'ai regardé le match. Inexistant. Tout simplement, le CF Montréal inexistant. C'est pas normal, là. Laurent Courtois, il y a un sérieux problème. Qui n'arrive pas à motiver ses joueurs pour un match de League Cup, alors que tu sais très bien que tu es éliminé du championnat canadien et que tu n'es pas en course pour, malgré tout, avoir une bonne place dans les séries ou même te qualifier. Là, ça va être chaud. Là, ça va être chaud pour son derrière, disons-le comme il faut. Parce que s'il continue à avoir des résultats comme ça, Gervais, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais ça, disons que ça sent pas bon pour cette direction-là. Mais, voilà. Tu sais, si je peux me permettre encore, c'est rare, je prends parole dans ce segment-là, mais là, je me sens dans mon élément parce que CF Montréal, je me sens un peu plus impliqué, là. Mais, tu sais, c'est important d'offrir un produit là, aux Montréalais. C'est important d'avoir une équipe sur le terrain, d'avoir des joueurs d'une certaine importance. Tu sais, vous avez parlé de Juan tantôt, qui était l'un des rares qu'on voyait impliqué à chaque match du début à la fin. Il avait son rôle à cœur, voulait que le CF Montréal gagne. Il voulait cette réussite-là. Malheureusement, tu sais, là, on parle de tous les transferts, mais c'est Ariel Laster, Juan. Là, on parle de Mathieu Choinière qui est sur le point de s'entendre avec une équipe en Suisse. Si ce contrat-là se signe, il s'en va, c'est fini. Là, ça te fait Laster en moins, ça te fait Juan en moins, Choinière en moins. Tu sais, t'as bien beau avoir acquéri le jeune Caden Clark et celui là, du Toronto FC, là, Jackie Marshall Routy, mais... C'est pas fini parce que là,
il se dit exactement comme je t'en ai parlé, Nicolas, que Joseph Martinez n'est pas en accord avec la direction. Non, mais exactement. Et les décisions Donc qu'ils là, prennent, forcément, il va falloir que tu échanges Joseph Martinez. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau des transferts pour de l'argent. Mais cet argent-là, il va falloir que tu t'en serves pour aller chercher quelqu'un qui va vouloir jouer ici. Mais à force de voir les lacunes, parce que je pense que lacune est un mot pour définir présentement l'organisation du CF Montréal avec un président qui est invisible en ce moment. Si quelqu'un peut me dire où est Casper Saputo, j'aimerais bien le savoir parce que honnêtement. Il est à Bologne. Il Non, est à non, mais- Bologne. Il je est à sais- Bologne, of Je sais course. qu'il est à Bologne, mais tu es président du CF Montréal et tu n'es pas là. Je comprends qu'en Bologne, c'est le succès, ça fonctionne. Si t'as plus envie d'être dans les activités du CF Montréal, donne ta place à quelqu'un qui va le vouloir. Et justement, le problème dans tout ça, c'est que on lui dit, et pourtant, il pourrait littéralement vendre le club. Mais le problème là-dedans, c'est quoi? C'est que Monsieur Joey Saputo a tellement de fierté à l'italienne que Monsieur se dit qu'il peut réussir partout. Et là, ça commence littéralement à bien faire. Parce que là, les décisions commencent littéralement à faire très mal au CF Montréal. Parce que si on regarde le dernier joueur désigné du CF Montréal, et pourtant je suis très, très correct avec le CF Montréal depuis des années, mais le CF Montréal, le dernier joueur désigné, c'est Wanyama. C'est un scandale. C'est pour ça que je dis, il faut absolument qu'il se passe de quoi, parce que là, je veux dire, c'est bien beau remplacer les membres de l'organisation, puis là, je parle pas des joueurs, là. T'sais, quelqu'un comme Gabriel Gervais, s'il part demain matin, ok, ils vont en engager un autre, puis si on congédie Laurent Courtois, on va en engager un autre, puis il va toujours avoir quelqu'un pour prendre la place de ces gens-là, mais le problème va être répétitif, parce que on n'en est pas à nos premières situations de la sorte avec le CF Montréal. C'est répétitif. C'est le CF Montréal demain matin. On fait un roman sur l'antécédent du CF Montréal. Il va y avoir 18 tomes dans cette série-là, mais ça va être des tomes répétitifs parce que les problèmes, oui, se règlent en tant que tels parce que tu mets des gens à ces chaises-là, mais le problème sur le terrain, le problème que le président ne veut pas mettre d'argent sur ce club-là, parce qu'on va se le dire, là, on amène des jeunes ici, on les développe, on les envoie ailleurs pour de l'argent, on ramène des bons joueurs, mais qui ont un âge quand même élevé, on n'est pas capable de s'amener des joueurs d'impact, milieu vingtaine, trentaine, non, il faut absolument amener des joueurs, je suis pas prêt à dire en fin de carrière, mais vous comprenez ce que je veux dire, on veut seulement... pardonnez-moi l'anglicisme, mais on veut patcher les trous. C'est aussi simple que ça. On veut patcher les trous. Pour avoir une équipe de 11 joueurs sur le terrain, puis se dire qu'on a une équipe sur le terrain, mais à un moment donné, les partisans, ils vont arrêter de le remplir, là, le stade Saputo. C'est ça qui va arriver. Là. Ouais. Pourtant, Nicolas, est-ce que tu sais, petite question, est-ce que tu sais qui a été le joueur du CF Montréal le plus utilisé cette saison par Laurent Courtois? Juste, pardonnez l'anglicisme, off the top of my head, je te dirais peut-être entre Waterman ou Samuel Piet. C'est qui? Aucun des deux. Il va sortir Wanyama. C'est Juan. Ben c'est ça, mais ça revient à ce que je disais. On échange. 25 matchs joués. Moi là, je veux vous poser une question, les gars, avant de vous laisser poursuivre, mais un gars comme Samuel Piet, qui est avec le CF Montréal depuis le début. Un gars d'ici qui forcément ne veut pas aller ailleurs. Il veut jouer ici. Comment ça sent un gars comme Samuel Piettre qui à chaque fois doit recommencer à zéro? Comment il doit se sentir? C'est le capitaine de l'équipe. C'est, entre guillemets, le visage de l'équipe parce que c'est lui qui est là depuis le début. Je crois que c'est probablement le plus ancien dans l'équipe, à voir tous ceux qui rentrent et qui repartent. Mais comment perçoit Samuel Piet cette situation-là du CF Montréal? Seriez-vous surpris que demain matin, on annonce que Samuel Piet a demandé un transfert? Moi, personnellement, je ne serais pas surpris. Je serais vraiment pas surpris.
ce que je peux, honnêtement, j'aime pas ça assumer ce que les joueurs pensent, mais si je me mets à la place de Samuel Piette, en tant que personne, mais je crois il y a un petit lien qu'on peut faire vu que, tu sais, les, comment expliquer ça honnêtement? Je suis pas sûr comment apporter ce point-là. Disons, je vais le dire ça comme ça, ok? C'est un éternel recommencement. C'est un point Ouais. que je vais apporter plus tard, là. C'est un éternel recommencement. C'est comme, je sais pas si vous avez déjà vu le film Groundhog Day. Ouais. C'est ça, ça résume super bien comment je me sens en tant que fan du CF Montréal depuis 2009. Je vais pas vous cacher. J'en ai vu des joueurs, j'en ai vu des équipes, j'en ai vu des entraîneurs, j'en ai vu des dirigeants. Je pense là on est proche de toucher au bout là. Genre honnêtement, je crois qu'on s'apprête à passer au point de non-retour parce Mais que croyez-vous qu'un jour, Joey Saputo va allumer ou si c'est une situation qui non, va non, persister non, puis ça dans va 10 Non, persister. parce ans, que on va encore en parler? Non, ça va persister. On va pas en parler dans 10 ans parce que dans 10 ans, cette équipe-là va plus être à Montréal. Je suis désolé de le dire, puis j'adore cette équipe du plus profond de mon cœur. J'ai tellement dépensé d'argent pour aller voir l'équipe jouer. Du merchandising, les abonnements télé sur TVA Sport ou je ne sais quoi, les abonnements sur One Soccer pour regarder le championnat canadien, l'abonnement Apple TV pour regarder le match de la MLS. Juste ça, c'est un investissement d'argent que moi puis plusieurs fans font depuis plus de 5 ans. Ok, désolé. Depuis le imagine le 16-42. début. Imagine le Non, non, 16-42. moi je peux Nicolas, parler. imagine Non, le non, 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 16-42. non, 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 non. Je vais pas parler du 1642 parce que ça, honnêtement, je vais peut-être parler, moi, c'est vraiment mon opinion. Le 1642 n'est pas à plaindre. Ceux qui sont à plaindre, c'est le collectif montréalais. Oui, oui. C'est les ultras qui se sont fait kick out de la section 132, qui se sont fait dire que c'était pas des vrais fans parce que ils ont eu, comment dire, désolé, je me suis déconnecté. Aïe, 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 est-ce qu'on m'entend? Oh, ouais, c'est Oui. correct, t'es là. Wow. Donc, ils ont fait l'erreur de pas être contents avec une décision du club qui était le rebrand, ok? Hum. Puis là, oh non, on a vu les personnes qui faisaient des fingers à Joey Saputo ou En tout cas, ouais. à Kevin Gilmore ou je sais pas qui, puis on les a interdits de stade. C'est eux qui sont à plaindre. Les 16-42, autant qu'ils font beaucoup de trucs pour le club, je ne sais pas si c'est vrai de dire ils souffrent, ils souffrent. Les vraies personnes qui ont souffert, c'est les ultras, les Il y, a- il y a- il y UMC. en a certains que oui, mais que je connais perso. Mais oui, mais c'est juste que le CF Montréal, malgré tout, peut pas continuer comme ça. Parce que Non. on était passé d'un Divayo à l'époque, Drogba et compagnie, et on passe à des joueurs corrects. De Mais le seconde main, problème, c'est on que va se le là, dire. C'est des joueurs de Ouais. seconde main qui sont là pour c'est patcher des trous. Ouais. Puis c'est drôle qu'on parle de ça maintenant parce que je vais passer au prochaine partie de mon segment qui parle des transferts. Je Vas-y. sais qu'on en a parlé courtement, let's là, go. mais donc les arrivées, on a David Bougaï qui vient de Spal en Italie en Série B. Donc on voit directement le lien montréalais et Bologne. Je vais pas dire plus parce que honnêtement, je crois que je vais me faire suspendre de Facebook si je dis vraiment qu'est-ce que je pense. Ensuite, on a Tom Pierce qui vient de Wigan en Angleterre en 3e division. On a Caden Clark de Minnesota et Jaquil Marshall Ruti de Toronto. Puis, dès départ, on a Juan qui est parti à Dallas, Mason Toy qui est parti à Portland et Ariel Lassiter qui vient juste d'être annoncé. Là, on a commencé le show. Ouais. Puis avant le show, j'ai envoyé un message à Marco puis à Bruce. Puis j'étais en train de rire parce que j'aime mieux en rire que d'en pleurer. J'aime mieux en rire que d'en pleurer. C'est Mais terrible. Qu'est-ce qui se passe? l'expression rire jaune, c'est exactement ça. Là. C'est rire jaune. Là. C'est plein de questionnements. Tu sais, on n'a pas parlé de Mason Toy tantôt, mais ça aussi, c'en a un autre là, qui avait quand même une importance dans l'alignement, si je peux le dire ainsi. Au-delà du fait que c'était un joueur de seconde main quand même, mais c'est plein d'éléments comme ça qui sont à amener des questions là, parce que c'est bien beau les montants d'allocation de 150 000, puis 150 000 par là, puis 150 000 par là, mais
Qu'est-ce que tu vas C'est faire avec cet argent-là au bout du compte? Tu vas aller te rechercher des gars de seconde main pour patcher ces gars-là, puis dans 1 an, tu vas les rééchanger pour le même montant d'allocation. C'est surtout aussi que sur le deal de Ariel Lassiter, je crois que c'est genre 75K de General Allocated Money, plus un autre 75 sur des genre en termes de performance. Ouais. Genre s'il performe un certain truc, c'est un plus 75K. Des bonus de performance. Entre moi puis vous, les amis, là, est-ce qu'on va vraiment voir ce 75-là de performance? Selon moi, non. Ok? Selon moi, pas du tout, non. Ben écoute, Fait que- ça va dépendre de comment on va entourer, exemple, Aster. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme réelle chance? Comment on va l'utiliser? Peut-être qu'il va avoir un impact immédiat avec le Fire, mais tu sais, Ouais, je mais me après- dis, si on a eu des difficultés avec le CF Montréal, ça reste le même genre de joueur quand même. Fait que, tu sais, je pense que je suis un peu d'accord avec toi, là. Je pense qu'au final, tu te ramasses avec 75 000 d'allocation, puis c'est là où tu te demandes, est-ce qu'on aurait dû le garder? Moi, je pense que oui. Mais, c'est... Ben, c'est je sais CF pas Montréal. honnêtement, il y a Gabriel Gervais qui parlait suite à l'embauche de Corey qu'on avait parlé il y a 2-3 semaines, je crois. Il avait dit qu'on veut faire sortir les joueurs qui ne veulent pas jouer à Montréal. On dirait que toutes les 23 joueurs de l'effectif veulent pas jouer pour Montréal. Ouais, mais c'est sûr Est-ce que que quand les problèmes persistent, puis que les problèmes se répètent, entre vous et moi, les trois, on joue pour le CF Montréal demain, et après une semaine, moi, c'est sûr, transférez-moi où vous voulez, là. Et envoyez-moi dans le pire club de la Suisse, ou dans le pire club de Chine, puis je vais y aller, là. C'est sûr que ça va être une expérience qui va être, tu sais, au-delà des partisans, qui est une belle expérience, l'organisation en tant que telle est pourrie, hein. On va se le dire, là. Ouais. C'est pourri, et pourri est gentil, là. On garde un professionnalisme, là, parce qu'on est Ben oui. dans un show, mais pourri, vous pouvez le transformer en ce que vous voulez, là. C'est n'importe quoi, cette organisation-là, là. Du début Ben, à la fin, le CF Montréal, peut-être que dans les premières années, justement, avec Divayo, Piatti, Drogba, ça avait un peu plus de sens. Mais on dirait que depuis Mais 5 ans, bizarre. c'est l'hécatombe, là, du côté du CF Montréal, là. C'est juste que là, on dirait que ça se transmet de staff en joueur. Aux joueurs. Parce que là, il n'y a pas que le staff qui est mauvais. Même des joueurs avec du talent ne donnent pas ce qu'ils devraient donner. Et ça, c'est très inquiétant pour le CF Montréal. Des gars comme Lassiter, je veux dire, j'ai été à certaines games cette saison, puis j'étais relativement proche de l'action. Il y a des séquences où le gars, on le voyait que le gars, il avait envie, mais il y a des matchs où c'est littéralement, excusez-moi du terme, mais dégueulasse, dégoûtant, horrible. Ouais. Il y a certains joueurs du CF Montréal qui se pognent à plusieurs reprises cette saison. Puis qu'au final, le problème, c'est qu'à un moment donné, si Jonathan Sirois n'est pas là sur certaines games, on en prend 6-7 à chaque game. Le problème, c'est que si ça continue comme ça, Jonathan Sirois va faire exactement la même chose, rappelez-vous, que Evan Bush. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Evan Bush? Ben, il a demandé un transfert. Parce qu'il n'a pas osé le dire devant les caméras. Mais Evan Bush en avait marre du nombre de tirs qu'il se prenait par match. Puis ça, le problème, c'est qu'on le corrige toujours pas. On en prend. Puis tu l'as vu dans les matchs. Dans les derniers matchs, on prend énormément de tirs, Nicolas et Marc-Olivier. Et ça commence à réellement continuer à être un problème pour le CF Montréal. Parce que là, on a quoi? Il nous reste quelques matchs. Il nous reste pas 9 grand. matchs. C'est ça, 9. On va commencer à sentir le chauffage derrière nos derrière en fait. Parce que là, le CF Montréal veut se tailler une place en série. Mais le problème, c'est qu'il y a du monde derrière.
Mais Ouais, Il y a du monde devant, il y a du monde devant, il y a du monde derrière. Puis on n'a pas intérêt à faire un faux pas parce que sinon, la direction ne sera pas contente. Puis la direction, même si elle n'est pas contente, honnêtement, les joueurs s'en foutent, on dirait. Mais- Littéralement. tu sais, moi, ce que je me pose comme question, c'est oui, t'as amené Caden Clark, qui semble être un joueur quand même intéressant. T'as amené un gars comme Jackie Lee Marshall Ruti, comme t'as mentionné tantôt. Mais t'as des départs importants comme Laster, comme Juan. Le CF Montréal, présentement, dans l'Est, est 11e. À égalité avec Philadelphie, 10e, à 27 points. À un seul point d'Atlanta United au 9e rang. Puis on est à 3 points de Toronto FC au 8e rang, qui a la dernière place accédant aux séries. Et on a un match en main sur Toronto. Mais là, avec tout ce qui est en train de se passer, avec les transactions un peu douteuses qu'on est en train d'effectuer dans les derniers jours, dont aujourd'hui avec Ariel Lester, quel message tu envoies aux joueurs dans le vestiaire? Puis quel message tu envoies aux partisans? Parce que tu l'as mentionné, Bruce, tantôt, un gars comme Joseph Martinez n'est pas d'accord avec l'organisation. Lui s'est amené ici en se disant « Je vais aider le club, on va aller en série, on va donner aux partisans un bonbon. » Je sais pas ce qu'ils ont dit à Joseph Martinez avant le début de la campagne pour réussir à le faire venir à Montréal, mais pauvre gars, là, parce que c'est sûr qu'il s'est fait avoir au bout du compte, là. Je m'excuse, là, mais... Tu sais, le Canadien de Montréal n'est pas capable d'amener des joueurs vedettes à Montréal pour des raisons qu'on connaît. Le CF Montréal a été capable d'amener un gars comme Joseph Martinez à Montréal. J'ai aucune idée du comment, du pourquoi. Mais c'est sûr qu'on a envoyé de la bullshit à Martinez ou qu'on s'attendait réellement à exploser les matchs. Puis pourtant, on avait commencé fort les 2 premiers matchs là, de la saison. Puis tout le monde était parti sur les chapeaux de roue. Puis ça y est, le CF Montréal terminait premier au classement de la MLS. Puis merci, bonsoir, on a pris une dérape assez rapidement. Là. Aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs problèmes. Un gars comme Martinez qui veut partir. On est à seulement 3 points d'une place en série avec environ 9 matchs à jouer. Là. Je pense que c'est ça que tu disais tantôt. Ouais. On envoie quoi comme message? Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on tourne la page ou on garde espoir? Vous voulez que je vous dise le réel problème d'après moi du CF Montréal? Ah, vas-y. On a un entraîneur qui fait une papier saison puis qui a gagné le championnat après qu'on l'ait malheureusement viré. Il est Wilfred Nancy au Crew de Columbus. Cet entraîneur est le seul entraîneur du CF Montréal à avoir fini dans les 3 premiers au classement général. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que Wilfred Nancy est parti? Le problème est en Bologne présentement. Shout out à M. Chapoutot. Aïe, aïe, aïe. C'est plate parce que c'est ça le plus gros du problème. Tu sais, puis on est un podcast amateur, on est là pour se faire du fun, puis on n'est pas là pour envoyer des flèches à personne, mais c'est plate à dire. Le président actuel est le poison du CF Montréal. Est le problème numéro 1 du CF Montréal. Quand le président est le propre problème de son organisation, il va falloir que quelque chose se passe parce que ce problème-là ne sera jamais réglé. Là. Tu sais, un gars comme Laurent Courtois qui était fou comme un balai de s'amener à Montréal, je serais pas surpris, moi, qu'à la fin de la saison, si c'est pas le CF Montréal qui le congédie parce qu'on aime ça congédier pour congédier, il va remettre sa démission et il va partir. Il restera jamais ici. On va se retrouver encore avec un problème du nouveau coach. Puis là, ça va être à recommencer à zéro. Puis... S'il continue, de toute façon, s'il continue à accumuler les résultats comme ça, crois-moi qu'il y aura une mésentente entre les deux. Soit Gabriel Gervais ou Joey Saputo avec... C'est sûr, parce que c'est répétitif. C'est répétitif. J'ai jamais vu une équipe avoir autant de nouveaux coachs en si peu de temps. Je sais pas si on est abonné à la section des nouveaux entraîneurs, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Et on a un abonnement premium sur
congédie, trouve-toi un entraîneur, là. Sur LinkedIn, on est friand de LinkedIn à Montréal, honnêtement. C'est Mais c'est boy. quelque chose de rare. C'est quelque chose de rare, je vais vous dire ça, les amis. Bref, je vais essayer de terminer ce segment-là. On va essayer peut-être de calmer, même si le dernier point de ce segment-là, c'est le reste de la saison. Comment est-ce qu'on va voir ça? Puis, j'haïs ça être pessimiste. J'haïs vraiment ça être pessimiste, même si, tu sais, à travers Comment ne les pas l'être? épisodes de podcast. Oui, comment ne pas l'être, mais à travers les podcasts, tu sais, j'ai été un peu plus pessimiste. Puis, j'aime pas ça être pessimiste parce que au fond de moi, au fond de mon cœur, j'adore cette Oui, équipe, mais c'est j'adore ce club normal. parce que j'adore la ville. C'est J'adore la ville, normal. j'adore tout. Puis, J'a- tu sais, ce qui est difficile quand on fait un podcast comme ça, c'est qu'à la fois, on doit avoir un avis d'analyste, puis on a notre avis en tant que partisan. Fait qu'il faut faire la part des choses, il faut séparer les deux. C'est un peu comme les partisans du Canadien de Montréal, quand on fait les segments LNH. C'est dur d'admettre que la saison est terminée quand t'es rendu au mois de novembre puis que la saison se finit au mois d'avril. Mais des fois, t'as pas le choix de te mettre devant les faits accomplis. Puis c'est ça qui est en train de se passer avec le CF Montréal. Ça a été ça dans les dernières années avec les Alouettes de Montréal, qui là, depuis la saison passée, sont phénoménales. Mais c'est ça qui est dommage. Ouais. Ouais, mais bref, là, je vais regarder le reste de la saison avec vous, les amis. Là. Donc, on est 11e dans l'Est avec 27 points pour un record de 6 victoires, 9 matchs nuls et 10 défaites. On est à 1 point d'Atlanta, qui est 9e, sauf que New England a 2 matchs en main avec 23 points. Philly, Nashville, DC United, ils sont proches de nous. Donc, la course aux séries va être infernale. Il nous reste 9 matchs, ok? Les 9 matchs, je vais vous dire c'est quoi. 2 fois New England, 2 fois Charlotte, Cincinnati, Chicago, San Jose, Atlanta, New York City FC. À part contre San Jose, qui est bon dernier de la Ligue, je parle pas de la conférence Ouest, là, je parle de toute la Ligue. Bon dernier. Est-ce que vous voyez le CF Montréal réussir à prendre plus que... Regarde, on va être gentil. 2 victoires dans ces derniers 9 matchs-là. Est-ce que vous voyez ça? Moi, personnellement, non. Je ne vois pas l'impact de Montréal toucher à plus que 3 victoires là-dessus. Je vais être franc avec vous, là. Je pense pas que ça va se produire. Ben écoute, si je peux me permettre rapidement, contre San Jose, t'as pas le choix. Il te faut les 3 oui, points. t'as pas le choix. T'as pas le choix, mais encore là, c'est à se demander quel genre d'équipe on va avoir sur le terrain. Est-ce qu'on va avoir une équipe qui va se présenter du début à la fin? Est-ce qu'on va avoir une équipe SOS fantôme qui sera pas là du début à la fin? Est-ce qu'on va avoir une équipe qui va démarrer du bon pied puis qui va s'endormir après la première demi? Est-ce qu'on a une équipe qui va mal débuter et qui va bien finir, mais qui va être trop tard? C'est toutes ces questions-là qui font en sorte que c'est rendu difficile de se dire que même contre une équipe comme San Jose qui a un mince 14 points, t'aurais des chances de perdre la rencontre. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Je nous vois perdre la rencontre, c'est ça le pire, en fait. Le problème, souvent, avec le CF Montréal, c'est que, désolé de cette phrase un petit peu en général qu'on dit comme ça, mais les pires ennemis du CF Montréal, c'est soi-même. Parce qu'il y a beaucoup de matchs où le CF Montréal a la possibilité clairement, et je dis bien très clairement, de prendre les 3 points, et qu'au final, on sort du match avec une prestation, mais exécrable, ou une prestation très correcte, mais sans plus, alors qu'au final, normalement, on doit prendre les 3 points assurément. Et dans les dernières années, le CF Montréal est maître de ça. Parce qu'il y a certains matchs où, littéralement, soit on se fait rejoindre, soit on est, comme j'ai dit la dernière fois, à 11 contre 10 et on n'arrive pas à finaliser, soit le CF Montréal se fait mais surclasser, comme on a vu la dernière fois
en début de saison à Toronto où on sort mais littéralement une prestation horrible et qu'on se fait péter 5-1, excusez-moi du terme, mais le CF Montréal est maître de ce genre de performance, malheureusement, et ça fait mal à le dire, mais le CF Montréal, comment être confiant pour ce genre de match si tu sais que par le passé, tu as été dans des performances que tu pouvais littéralement aller chercher des points, tu n'as pas été les chercher. Donc c'est ou tout ou rien. Mais le problème, c'est que là, ça augure rien de bon, disons, pour la fin de saison. Non, honnêtement, moi, je dépose mon bilan tout de suite. No Et playoffs! on No sait très bien playoffs! quand. Le problème, Nicolas et Marc-Olivier, on sait très bien qu'en fin de saison, les matchs sont durs. Et est-ce qu'on a la capacité de aller chercher les petits trucs qui manquent sur ces matchs durs? On l'a vu par le passé, où on a des matchs où on a besoin d'un point, où on se sabote, à la fin du match, littéralement quand il faut aller chercher un point important. Ça permet de dire aujourd'hui qu'on n'est pas à l'abri d'une catastrophe encore une fois. Très d'accord. Très d'accord. Puis honnêtement, je sais pas si vous allez être d'accord. Puis on vous invite à aller sur le site de l'échecavant.com pour aller voir les différentes chroniques sportives qui ont été écrites dans les dernières semaines, notamment celle des deux récentes acquisitions du CF Montréal en Marshall Routy et Caden Clark. Je crois que suite à ces derniers mouvements qui ne sont pas prêts de s'arrêter, ça va mériter une belle petite chronique là, à venir sur peut-être un bilan de mi-saison là, ou de 3/4 de la saison du CF Montréal, parce que je pense que il faut permettre aux auditeurs un peu de comprendre là, autant par écrit que vocalement là, ce qui est en train de se passer avec le CF Montréal. Puis je crois que je vais m'y mettre dans les prochains jours là, d'ici au week-end pour mettre ça sur le site. Ce qui est dommage, c'est que, comme vous avez dit, le CF Montréal a plusieurs matchs depuis le début de la saison qu'ils auraient dû gagner, qu'ils auraient dû au moins aller chercher un point ou deux. On aurait pu très certainement avoir peut-être un 33 points, puis être à la place du Toronto FC ou même en avant. Mais malheureusement, on n'est pas capable de concrétiser nos chances, puis je crois que c'est là où ça tue le CF Montréal, tout simplement. En effet. Donc, Littéralement. dernier match de la saison. Après ça, vous allez me voir en soute toute noire en faire une belle eulogie pour la saison du CF Montréal. Fait que c'est ça, honnêtement. Là, comme je vais le répéter, je suis triste d'être aussi pessimiste. Mais on va se contenter de regarder le Canadien de Montréal parce que déjà là, on a quelque chose qui arrive. Fait que on va voir ça. C'est ça qui est ça. Messieurs, on va voir ça. On peut se consoler sur le soccer européen parce que les championnats reprennent ce week-end. Puis là, il y a juste deux petites nouvelles que je voulais donner justement. Après l'échec de la piste Leni Euro pour le Paris Saint-Germain, il y a un accord qui a été conclu entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain pour l'arrivée de Désiré Doué, finalement qui échappe au Bayern Munich. Et également, la piste Jadon Sancho, normalement, serait vers la fin de la piste. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain veut se renforcer en attaque, voudrait prioriser un prêt avec option d'achat. Mais Manchester United, pour l'instant, veulent toujours récupérer Emmanuel Ugarte. Donc, dossier à suivre concernant ça. 19h15 minutes exactement, messieurs. Ça a été un gros segment à définition de crinqué avec les trois ce soir, Nicolas Zotta, Bruce Lubin et moi-même, Marc-Olivier Paquette, qui a été un peu plus actif lors de ce segment entourant le CF Montréal et les dernières nouvelles du club. Messieurs, ça a été un plaisir et on se dit à la semaine prochaine pour un autre segment coup franc. Bonne soirée.
Et là, on accueille, mesdames, messieurs, pour votre segment LCF premier et les buts, la voix mielleuse de votre échec avant, Cédric Paquette. Cédric, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Cédric, il y a eu de l'action dans la LCF. Et là, mesdames, messieurs, avec le fait qu'on a été absent la semaine dernière, on revient sur la semaine 9 et la semaine 10 dans la LCF. On va faire ensuite le tour du classement, les statistiques comme d'habitude, et on va terminer avec nos prédictions de la semaine 11. Il y a eu, j'ai envie de dire, des surprises. Il y a des équipes qui ont poursuivi sur leur lancée, et on va voir ça dès maintenant. Premièrement, quand je parle de surprise, je m'attendais pas à voir les Lions de la Colombie-Britannique se faire blanchir aux mains des Blue Bombers de Winnipeg 25-0. Où étaient les Lions dans ce match, Cédric? C'est dur à dire. Clairement pas dans la zone de toucher. C'est assez clair. Je pense cependant là, que Vernon Adams a été blessé pendant ce match-là parce qu'il n'a pas joué la semaine suivante, là, la semaine 10. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui est arrivé. Là, ici, il y a seulement 17 tentatives de passe pour Vernon Adams. C'est vraiment pas grand-chose. Puis Jake Dolegala qui a pris 3 tentatives de passe. Donc, je pense qu'il y a peut-être eu blessure pour Vernon Adams dans ce match-là. Mais certainement, il n'a pas joué le match de la semaine 10 face à Edmonton. Ouais, ça a été difficile là, pour les Lions de la Colombie-Britannique. Là, comme tu as dit, Vernon Adams, 8-17 avant de probablement sortir justement pour cause de blessure. Puis avoir le nombre de passes complétées par tout le gars-là, ça a probablement été en fin de match. On l'a probablement sorti. Un mince 74 verges récoltées, une interception. Du côté de Winnipeg, ça a été encore une fois une grosse performance de Zach Collaros. 27 en 33, 295 verges, une passe de toucher. Brady Oliveira par la course, 100 verges en 17 courses tentées. Ontario Wilson, qui a été le meilleur receveur au niveau de la passe, 7 en 9, 112 verges. Honnêtement, les Lions qui n'ont pas été là, je me rappelle pas de mes prédictions de la semaine 9. Je dois avoir mis les Lions. Oui. Puis je me suis trompé clairement. Sinon, au niveau des autres rencontres dans la semaine 9, les Alouettes qui rendait visite aux Tiger Cats à Hamilton. Et là, encore une fois, on laissait Cody Fajardo sur le banc. Et on y allait avec Davis Alexander. Et ça a été un début de match un peu difficile pour Davis Alexander, mais ça en est vite repris après une interception au début du deuxième quart qui a mené au premier toucher du match de Hamilton. Ça en est suivi là, une bonne poussée du côté des Alouettes. Je ne sais pas si tu veux en parler rapidement. Ouais, ben c'était un fort match, là, à part vraiment le début, comme tu as dit, là, une interception. Par la suite, Alexander il est revenu vraiment solide. Il y a eu une petite frousse en fin de match, là, Alexander qui a glissé, si je me souviens bien, qui semblait boiter un peu, retourner au banc. On a envoyé Caleb Evans, qui a réussi à faire pire que Davis Alexander sur un jeu qui, selon moi, était bizarre. Là, il a couru avec le ballon. Puis quand il est arrivé face aux joueurs des Tiger Cats, il s'est mis en petit bonhomme et a reçu le contact sur le côté de l'épaule et s'est par la suite effondré. Et je pense que c'est soit le genou, soit la cheville. Là, c'est dur à dire. Son pied a semblé rester coincé dans le terrain avant qu'il se tourne en petit bonhomme, justement. Mais sur le coup, c'était vraiment un drôle de jeu. Donc soit c'est les genoux, soit la cheville. Là, c'était pas tout à fait clair sur le jeu, mais on sait que sa saison est terminée là, complètement. On pourra pas dire que c'est une lourde perte du côté des Alouettes. Je pense que Caleb Evans, c'était correct. On l'utilisait pour des jeux précis. Ne serait-ce que pour aller chercher des premiers essais. Lorsqu'on avait peut-être une demi-verge à aller chercher en troisième essai. C'est sûr qu'à quelque part, ça fait mal quand même. Mais je pense qu'avec Davis Alexander et Cody Fajardo, on est entre bonnes mains. Puis là, tu sais, faut se dire une chose, là. Après la première victoire de Davis Alexander, Cody Fajardo a été retiré de la liste des blessés.
On est quand même revenu avec Alexander pour possiblement pas précipiter les choses puis vraiment permettre à Fajardo d'être remis à 100%. Puis on va y revenir dans pas long avec la semaine 10 où Alexander a été le corps partant encore, mais est-ce que Fajardo était vraiment remis à 100% de sa blessure quand on l'a retiré de la liste des blessés ou est-ce qu'il y a eu une panique ou quelque chose qui s'est fait du côté des Alouettes pour précipiter la sortie de Fajardo sur la liste des blessés? Je sais pas ce que toi t'en penses. Là. J'ai eu une petite discussion là, dans mon cercle rapproché, puis on m'a dit qu'il y avait une bonne possibilité que c'est simplement que Fajardo avait pas le droit de pratiquer s'il était sur la liste des blessés. Donc, ils ont probablement voulu l'enlever là, simplement pour qu'il soit capable de pratiquer, puis peut-être que ça faisait partie de son plan de rémission, que de l'entraînement physique, ça allait aider à revenir de sa blessure à 100%. Donc, les chances, là, selon moi, ça pointe du côté vraiment de l'entraînement qu'il n'y avait pas le droit s'il était sur la liste de blessés. Ok, bon, mais ça vient un peu là éclaircir le point Cody Fajardo. Donc, Davis Alexander dans le premier match contre Hamilton, on vous le rappelle, une victoire de 33-16 dans un match qui a été débuté difficilement par le jeune carrière des Alouettes. Termine le match avec 19-27, 262 verges par la passe, une passe de toucher, une interception. Walter Fletcher qui a bien fait là, avec 56 verges en 8 tentatives de course. Au niveau des receveurs, ça a été un peu là, calme, si je peux le dire ainsi. Là, Rambo, 86 verges, 4 en 5. Tyson Philpott, 5 en 8, 82 verges. Et là, je ne sais pas si je me trompe. Je ne sais pas si c'est dans celui-là ou dans la semaine 10. Mais est-ce que Tyson Philpott n'a pas terminé une des deux rencontres ou je me trompe de joueur? Il me semble que c'est dans la semaine 10. Je vais juste aller faire un petit tour là, sur les statistiques vite fait, mais il me semble qu'il a joué la semaine 10 puis qu'il n'a pas terminé la rencontre la semaine dernière. C'est au stade Percival Wilson. Ouais, je pense que c'est pendant la semaine 10. Là, la semaine 10, on va le voir tantôt, mais 3 passes visées, 2 réceptions pour 7 verges, puis c'est tout pour le match. Là, donc c'est en semaine 10 qu'il a quitté la rencontre. Donc on va y revenir assurément dans la semaine 10. Du côté d'Hamilton, ça a été une belle performance de Bo Levi Mitchell. Un peu plus difficile au niveau des interceptions avec 2. 29 en 42, 240 verges par la passe. Une passe de toucher. Au niveau des receveurs, le Shemar Bridge, 9 en 11, 76 verges. Et pour le reste des receveurs, là, ça a été passablement calme. Si on poursuit avec les matchs dans la semaine 9, les Elks d'Edmonton, qui finalement, Cédric, non seulement ont remporté un match, mais auront causé la surprise contre les Rough Riders de la Saskatchewan. Ça aurait été dur pour Edmonton de gagner un match et de ne pas causer la surprise. Mais on voit, là, on parle depuis le début de la saison que Edmonton, c'est vraiment pas l'offensive. Le problème, c'est la défensive. Puis là, c'est une victoire à l'offensive, 42 points marqués. On en a quand même laissé passer 31, ce qui est pas du tout un bon match pour une défensive. Laissé passer plus que 30 points. On sort avec la victoire contre les Rough Riders. J'avais parlé là, il y a quelques semaines que pour moi, les Rough Riders, c'était peut-être pas la meilleure équipe dans l'Ouest. Je pense que leur début de saison était peut-être un petit peu masqué du côté des adversaires qui ont eu à jouer contre. Je pense que peut-être que cette défaite-là contre Edmonton peut un petit peu venir appuyer mon point que j'ai fait un petit peu plus tôt dans la saison. C'est sûr que c'est difficile là, de prendre la première victoire d'une équipe qui n'avait pas gagné dans ses 7 premiers matchs. C'est difficile pour le moral, ça c'est certain. Non, c'est sûr. Puis je pense que la belle surprise présentement du côté d'Edmonton, c'est Treeford qui, j'ai envie de dire, est sorti de nulle part. On l'a inséré là. On lui a donné la position de corps arrière. A bien fait. 18 en 22, 252 verges, 2 passes de toucher, une interception. De ce qu'on a pu voir vaguement, c'est un corps arrière qui semble assez mobile, capable de bouger, de se défaire de la pression dans la tertiaire, capable de compléter des passes à la toute dernière seconde. Javen Leake, 169 verges, 12 courses, 3 passes de toucher. Impressionnante performance du running back. Pardonnez-moi l'anglicisme là, des Elks d'Edmonton. Sinon, Tevin Jones, 3 en 3, 123 verges. 2 touchés, pardon. Ça a été une excellente performance, encore une fois. Du côté de Saskatchewan, bon, Shea Patterson, ça n'a pas été mauvais.
22 en 38, une certaine difficulté au niveau du pourcentage des passes complétées. 306 verges, 2 touchés, 1 interception. Frankie Hickson, 89 verges en 12 courses. Keyshawn Johnson, 608, 72 verges au niveau de la réception. Et Adju, 3 en 8, beaucoup plus difficile pour lui, 60 verges, 1 touché. Donc, c'est le résumé là, de cette rencontre. Autre match dans la semaine 9, et là, ça venait de compléter la semaine 9 dans la LCF. Les Stampeders de Calgary qui affrontaient les Argonauts de Toronto. Et là, ma souris vient de décider qu'elle me lâchait direct là. Donc là, il faut que je change ma souris. Je sais pas si tu veux peut-être nous élaborer là, les statistiques de cette rencontre-là. Ouais, mais ça a terminé 27-23 pour Calgary. Cameron Dukes, 18 en 26 par la passe pour 177 verges, un touché, une interception. Pas un match incroyable, une moyenne de 6,8 verges par jeu de son côté. Par la course, ça n'a pas été très fort non plus pour les Argonauts. Le Cameron Dukes qui a eu le plus de tentatives de course avec 12. Il a couru pour 95 verges. S'est ramassé quand même avec un touché. Puis Kalim Carey qui a 8 tentatives de course pour 31 verges au total. Réception, c'est Damonte Coxey qui a ramassé le plus de verges par la réception. 4 en 7 pour 61 verges. Sinon, à part ça, c'était tout en dessous de 50 verges. Puis, du côté de Calgary, on a Jake Maier, 26 en 37, un autre fort match pour lui. 287 verges, 2 touchés, seulement une interception. Puis, du côté de la course, c'était un peu plus calme du côté de Calgary. Peyton Logan avec 36 verges sur 9 tentatives de course. C'est du côté des receveurs de passe là, que ça s'est vraiment donné du côté de Calgary. Reggie Begelton avec 97 verges sur 8 réceptions en 10 passes visées vers lui. Puis Markin Mitchell et Cam Eccles sont les deux seuls autres receveurs de passe qui ont dépassé 50 verges. Pour Calgary, Mickle 59 et Eccles 50. Donc là, on attend que Marco retrouve ses écouteurs. Je suis là. Ok. Je savais plus où j'avais vu ma souris. Il fallait que ma souris décide de me lâcher pendant le podcast. Mais là, c'est bon, parfait. On est de retour. Donc, j'ai fait le tour des statistiques, là, tout ça pour arriver à dire que c'est encore un fort match là, de Jake Maier depuis le début de la saison. Moi, il m'impressionne beaucoup. Là, c'est une très très forte saison pour lui. Qui, pour moi, personnellement, c'est certain que je suis pas le plus grand connaisseur là, de CFL, mais pour moi, il sort un peu nulle part. C'est pas un nom que je connaissais avant le début de la saison. Puis à chaque semaine, on dirait qu'on en parle avec des bonnes performances. Est-ce qu'on peut dire que Jake Maier et Drew Brown d'Ottawa sont un peu dans le même lot présentement? Absolument. C'est deux carrières que moi, personnellement, je connaissais pas du tout avant le début de la saison. Ou si oui, c'était d'avoir entendu leur nom, puis pas grand-chose de plus. Puis là, ils se trouvent parmi quand même les carrières, peut-être pas les meilleurs, mais ils sont certainement solides. Assurément. Et là, du côté de la semaine 10, ça a parti fort, mais j'ai envie de dire, c'est un score qui est assez weird, si je peux le dire ainsi. Match nul dans la LCF, 22-22, avec une prolongation où on est allé de 9 points de chaque côté. Un match où les corps arrière ont fait le travail. Par contre, là, je suis pas certain. On a parlé de Drew Brown tantôt. Est-ce que Drew Brown a été blessé ou a été sorti du match aux dépens de Dustin Crum? Parce que là, je vois que Drew Brown a fini 609, 55 verges. Possiblement, de mon interprétation, on est allé d'un changement. On a amené Dustin Crum qui a terminé 21 en 32, 211 verges, 1 interception. Crum qui a 1 touché par la course, a 9 courses pour 72 verges pour le carrière d'Ottawa. De l'autre côté, chez Patterson, qui a frôlé les 50 tentatives de passe, 30 en 49, 299 verges, 2 touchés, 3 interceptions. Au niveau des receveurs, ça s'est gâté du côté de la Saskatchewan.
Dante Meyers, 8-9, 101 verges. Sean Bain Jr., 8-11, 90 verges, 1 touché. Mais là, moi, mon interrogation, et je ne sais pas si tu as la réponse, mais vraiment, je crois qu'on a simplement octroyé pour un changement à la position de corps parce que peut-être qu'on s'est dit que ça fonctionnait pas et qu'on avait besoin d'une bougie d'allumage du côté d'Ottawa. Mais Dawson Crum qui a terminé la rencontre, donc ça va être probablement là à surveiller. Ouais, dans le fond, j'essayais de regarder le play-by-play du match, puis vraiment, le site de la CFL, c'est pas la première fois qu'on a des problèmes avec depuis le début de la saison. Là, on dirait que, à part le premier quart, ça veut pas me donner grand-chose. Mais je peux confirmer là, que dans les premières drives du match, Dustin Crum était sur le terrain, a pris quelques courses avec le ballon, puis Drew Brown a complété des passes aussi, donc je sais pas si peut-être que Drew Brown n'était pas à 100% avant de commencer le match. On a voulu l'essayer quand même, puis il y avait un certain inconfort ou quelque chose, puis on a décidé juste de le retirer pour pas prendre de chance. Ouais, ça va peut-être là à regarder, là, peut-être que sur RDS on va être capable de le voir, là. On va regarder ça de plus près. Sinon, si on poursuit dans la SCF dans la semaine 10, Ottawa qui pas Ottawa, pardon, Toronto qui avait une prise 2 contre les Stampeders auront finalement eu gain de cause 39-25 aux mains des Stampeders. Ça a été une belle performance là, des Argos. Une belle performance de Nick Arbuckle. 18-26, 181 verges, un touché, une passe de touché, une interception. Kadeem Carey, 89 verges en 13 tentatives de course, un touché au sol. Sinon, du côté de Calgary, t'en parlais tantôt, Jack Mayer n'a pas mal fait dans la défaite, 33-45, 373 verges, une passe de touché, une interception. Reggie Beagleton, 8-13, 104 verges par la voie des airs. Je crois que ça a été une belle performance encore malgré la défaite. Mais assurément, la défensive des Stampeders qui n'a pas fait le travail. Là. Absolument. Quand tu te fais marquer 30 points par match, c'est rarement, dépendamment bien sûr de combien de points l'offensive est capable d'aller chercher, c'est rarement de la faute de l'offensive quand on se fait passer 30 points, une défaite qui était quand même de 14 points, là, si je compte vite vite comme ça. Puis, non, effectivement, c'est vraiment la défensive qui n'a pas fait le travail pour ce match-là. Sinon, autre rencontre dans la semaine 10. Les Alouettes de Montréal qui recevaient les Tiger Cats qui étaient de visite au stade Percival Molson. Un deuxième duel en 2 semaines entre les deux équipes. Les Alouettes qui, encore une fois, ont saisi l'opportunité d'ajouter une victoire à leur fiche, signant un gain de 33-23. Un match où Davis Alexander est encore une fois le corps arrière partant du côté des Alouettes. Aura bien fait. La différence du match d'avant, il aura débuté en force la rencontre. 15 points pour les Alouettes au premier quart. Davis Alexander, 17-24, 247 verges, 2 passes de toucher. Walter Fletcher, 8 courses, 53 verges. Charleston Rambo, j'ai envie de t'entendre un peu là sur Rambo. J'ai envie de dire qu'il sort du lot. Semble avoir une belle complicité avec Alexander. 608, 124 verges, 2 touchés. Ça a été une belle performance là, de Rambo dans le match. Absolument, j'ai même noté, là, j'ai regardé les matchs, puis ça fait une couple de parties. Là. Depuis que Davis Alexander est rentré comme corps partant, on voit qu'il y a clairement une chimie entre les deux. Il est toujours capable de trouver Rambo quand il est ouvert. C'est comme un peu... Fajardo trouvait toujours Philpott quand il est ouvert. On dirait qu'Alexander, c'est la même chose avec Charleston Rambo pour l'instant. Rambo qui a bien fait dans ses 2 derniers matchs. Ça a pris peut-être le premier match de Davis Alexander, c'était pas... Alexander était un peu moins en confiance, a lancé, si je me souviens bien, plus de passes à Walter Fletcher, qui est souvent le receveur le plus ouvert parce qu'il est sur une plus petite distance. Mais après ce match-là, on dirait que Rambo, c'est sa première option dès que possible. Puis là, en plus,
Tyson Philpott n'a pas fini la rencontre, comme on en a parlé tantôt, c'est dans ce match-là qu'il a été blessé. Donc il a juste été visé 3 fois, puis après ça, il n'y a pas eu d'autres passes tentées vers lui. Donc ça ouvre la porte à des gars justement comme Charleston Rambo de faire leur marque puis faire leur preuve. Ils sont capables d'aller chercher des ballons. Les Alouettes ont un très 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 bon lot de receveurs de passes, puis là Rambo est en train de prouver qu'il a totalement sa place comme partant avec les Alouettes. Oui, puis là, je pense que du côté de Davis Alexander, qui fait bien depuis son entrée en scène avec les Alouettes, va peut-être causer des maux de tête là, à Danny Machocha et les Alouettes quand viendra le temps de remettre en poste Cody Fajardo. Si tu t'appelles Cody Fajardo, est-ce que t'as une pression qui s'installe sur le fait que quand tu vas revenir, t'auras pas le choix de performer comme tu performais avant la blessure? Ou si t'as pas de pression parce que tu sais que l'organisation a confiance en toi, c'est quoi ta vision des choses par rapport à ça? Parce que assurément que quand Fajardo va revenir, on va le remettre en poste. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec Davis Alexander? Est-ce qu'à la première erreur de Fajardo, à la première défaite de Fajardo, on va ramener Alexander? C'est la première fois, j'ai envie de dire, depuis des années, qu'on se retrouve avec un duo intéressant de carrière qui pourrait venir causer des petits problèmes là, dans la perspective où tu as 2 corps qui peuvent faire le travail. Là. Absolument, puis c'est quand même 2 corps qui sont similaires. J'ai envie de dire que là, présentement, ça va être plus sur l'expérience. Je pense qu'on va vraiment laisser Fajardo revenir petit à petit. Là, on l'a enlevé de la liste des blessés. On va y donner des chances là, de revenir parce que c'est certain qu'une blessure à moyen-long terme, là, disons, qui manque jusqu'à 6 matchs puis qui revient par après, on va y laisser le temps. Je pense pas que ça va être à une erreur près d'un changement pour envoyer Alexander à sa place. Mais on se retrouve avec un beau problème là, que si jamais Fajardo revient puis il est pas capable de se réajuster, il est pas capable de faire le travail, ben on a Davis Alexander dans notre poche en arrière. On peut le sortir quand on veut puis il fait le travail depuis qu'il a eu son opportunité. Ça va être de voir là, avec la fin de la saison où est-ce qu'on s'en va avec les séries aussi, qu'on va décider qui est le corps le plus apte à partir dans les séries. Mais je pense que ils vont probablement essayer d'y aller petit à petit avec le retour de Fajardo, peut-être pas jouer des matchs complets quand il va sentir qu'il est prêt à revenir sur le terrain dans un match. Ça va être à voir. Moi, je pense que c'est un super beau problème à avoir pour les Alouettes dans le moment. Là. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis là, on va s'en aller du côté de la performance de Hamilton dans la rencontre. Et là, je sais pas si t'as vu la rencontre. Est-ce que Bo Levi Mitchell s'est blessé? J'ose croire que oui. Il me semble qu'ils l'ont seulement enlevé. OK. C'est ce que je me souviens avoir lu sur le site de la CFL, si je me trompe pas, ou sur RDS, là, que mais là on peut voir, c'est sûr que 3 passes complétées sur 4 tentées, c'est pas un mauvais, mais je crois que c'est ça qui est arrivé, c'est l'interception sur 4 passes tentées, puis seulement 6.3 verges de moyenne, ça c'est 18 verges en 3 passes complétées. Puis une interception, c'est pas un bon début de match, puis je pense qu'ils voulaient un changement, essayer peut-être de shaker les Alouettes un peu, ils ont perdu la semaine dernière contre les Alouettes. Puis, selon moi, j'ai plus regardé le match de la semaine 9 que de la semaine 10. Bo Levi Mitchell ne faisait pas du tout le travail contre les Alouettes, donc je pense qu'ils ont juste essayé de brouiller les cartes un peu, essayer de se donner une chance tôt dans le match. Comme tu as dit tantôt, 15 points dans le premier quart pour les Alouettes. Je pense que ça shake l'adversaire assez solide. Ils ont essayé de faire un espèce de splash pour changer la tournure du match. Ça n'a pas vraiment marché au final, mais je pense que c'était plus ça qu'une blessure. Ça a été un match entre 2 temps. Premièrement, les Alouettes qui ont débuté le match, comme on vous l'a dit, là, avec 15 points dans le premier quart. Ensuite, 6-4 à la faveur d'Hamilton dans le deuxième. On finalisait les 2 premiers quarts avec un pointage de 19-6 en faveur de Montréal. Ça a été plutôt tranquille dans le troisième quart avec 3 points seulement par Hamilton. Et là, ça s'est gâté dans le quatrième quart avec 14 points de chaque côté. Les Alouettes qui l'ont emporté 33-23. Ça a été une belle performance de Tyler Powell du côté d'Hamilton. 30-38, 319 verges, 2 passes de toucher. Shimmer Bridge qui a été son préféré, 8-9, 103 verges. Au niveau de la course également, Powell, 5 courses, 52 verges.
10,4 verges en moyenne par la course. Ce qui est quand même excellent là, pour Tyler Powell. Sinon, si on finit avec la semaine 10, on a parlé que les Elks d'Edmonton ont causé la surprise contre les Rough Riders dans la semaine 9. Eh bien, ils seront poursuivis sur leur lancée, causant la surprise contre les Lions de la Colombie-Britannique, pardon. Une victoire de 33-16. Je ne sais pas si tu veux en parler là, brièvement. Et là, enfin, on dirait que la défensive des Elks a été capable de faire quelque chose de passable. Faut pas oublier que, comme on a mentionné quand on est passé sur la semaine 9, Vernon Adams Jr. s'est blessé lors du match de la semaine 9, n'était pas là pour cette rencontre-là. Ça a donné à Jake Dolegala une performance de 146 verges, qui est pas mauvais, mais ce qui est pas du tout au niveau là, des performances de Vernon Adams, qui nous a habitués depuis le début de la saison à lancer pour 300, 350, même 400 verges par match. Donc, ça a rendu la tâche pas mal plus facile aux Elks qui ont été capables de retenir ces poussées-là des Lions. C'est encore une fois une victoire surprenante. 2 de suite contre des assez grosses équipes. Est-ce que Edmonton va être capable de continuer sur la poussée? Est-ce que c'était peut-être un jeu de chance là, par le fait justement que les Lions avaient leur carrière partant sur les lignes de côté? Ça va être à voir à partir de la semaine prochaine. Là, je pense qu'ils jouent contre Hamilton. Fait que c'est un match pour eux qui va être possible de gagner, mais on va repasser là-dessus là, dans nos prédictions. Ça a été un début de match difficile pour Trafford dans cette rencontre-là contre BC. Edmonton qui avait eu un mince 1 point dans le premier quart contre 10 contre BC. On a terminé la rencontre avec McLeod Bethel Thompson qui a bien fini quand même la rencontre de 14-18, 171 verges, une passe de toucher, une interception. Javon Leake, 97 verges en 21 courses, dont un touché au sol. Tevin Jones, 6 en 6, 123 verges. Trafford a eu un bon match contre la Saskatchewan lors de la semaine 9. Ça a été plus difficile lors de la semaine 10 contre les Lions. On a retiré après la semaine 8 Bethel Thompson au profit de Trafford. Là, on ramène Bethel Thompson. Si t'es les Elks d'Edmonton, qui est ton corps arrière partant pour le prochain match? C'est dur à dire. Là, je peux pas dire que j'ai vu le match. Je sais pas s'ils ont enlevé Trafford à cause d'un problème de performance. Là. De ce que je vois, c'est pas un mauvais match non plus. 6 en 6, 96 verges, 16 verges de moyenne par jeu. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que c'est pas au niveau des Alouettes, mais ça reste un bon problème à avoir quand tu as deux carrières qui sont capables de performer. Je pense qu'ils vont y aller. Là, si c'est Bethel Thompson qui a terminé le match, je pense que ça va être lui qui va le commencer la semaine prochaine. S'il fait pas le travail, ils ont la possibilité de toujours de changer pour Trafford. Ça va y aller avec la performance, mais je pense que ça devrait, normalement dans ces situations-là, une équipe qui a peut-être un petit peu plus de difficultés vont commencer le match avec le carrière qui a fini. Puis on va s'ajuster après. Ouais, entièrement d'accord avec toi. Allons maintenant du côté du classement dans la LCF. Commençons par la division de l'Est. Montréal toujours premier à 8-1, 16 points. Différentiel de plus 70, 4 victoires contre une défaite à domicile, 4-0 à l'étranger. Sur une séquence de 3 victoires consécutives pour Montréal. Ottawa, deuxième. Toronto, troisième. Et Hamilton, bon dernier, à 2 victoires, 7 défaites. Différentiel de moins 53. Le pire différentiel dans la LCF avec une séquence de 2 défaites consécutives. Dans l'Ouest maintenant, Saskatchewan qui est premier à 11 points. 5, 3 et 1. Différentiel de plus 14. Dossier de 3 et 1 à domicile, 2, 2 et 1 à l'étranger. On voit là que beaucoup, dans l'Ouest surtout, on a des difficultés à l'étranger. Les Lions 2 et 4, Calgary 0 et 5, Winnipeg 0 et 4, Edmonton 1 et 3. La seule équipe qui connaît du succès à l'étranger, c'est les Alouettes. Ottawa 1 et 2, Toronto 1 et 3, Hamilton 1 et 4.
contre des rivaux de division. Les seules équipes dans le positif. Montréal à 4-1. Les Lions à 4-3. Sinon, on fiche de 500. Ottawa 1-1. Saskatchewan 2-2. Calgary 2-2. Si on regarde la Colombie-Britannique, deuxième à 5 victoires, 4 défaites. Calgary à 4 victoires, 5 défaites, troisième rang. Quatrième rang, 3 victoires, 6 défaites, Winnipeg. Et Edmonton qui en a 2 de suite, 2 victoires, 7 défaites au cinquième rang avec un différentiel de moins 14. Donc, si on résume ça rapidement, l'équipe avec le meilleur différentiel, les Alouettes à plus 70, 261 points marqués contre 191 accordés. La pire équipe dans la LCF, présentement, c'est les Tiger Cats d'Hamilton au niveau du différentiel. Moins 53 points. On a marqué 234 points et on a accordé 287 depuis le début de la saison. Donc, on peut dire là, que présentement, si on fait un classement global dans la LCF, Montréal premier, la Saskatchewan serait troisième et Ottawa deuxième, Toronto quatrième, en cinquième position, on aurait Calgary. En sixième position, là je ne vais pas me tromper, je dis Montréal premier, Ottawa deuxième, la Saskatchewan troisième, on pourrait mettre en quatrième, cinquième les Lions et les Argos, ensuite en sixième Calgary, septième Winnipeg, et 8e, 9e viendraient compléter Edmonton et Hamilton, bon dernier dans le classement général. Donc, c'est un peu le portrait global du classement général dans la LCF. Au niveau des statistiques maintenant, si on va voir du côté des corps arrière, malgré des difficultés du côté de Bo Levi Mitchell dans les 2 derniers matchs, il est premier dans la ligue avec 2522 verges totalisé. C'est 214 passes complétées en 314 tentatives. 68,2% au niveau de l'efficacité. Vernon Adams Jr. qui est blessé présentement, c'est 167 en 259, 2469 verges pour 64,5% d'efficacité. Jack Mayer, t'en parlais là, Jack Mayer, 217 en 309 passes tentées, 71,9%, 2355 verges pour Jack Mayer. Zach Collaros qui reprend du poil de bête, 165 passes complétées en 238 verges, en 238 tentatives, pardon. 69,3%, 2018 verges récoltées. Et le top 5 est complété par Bethel Thompson du côté d'Edmonton, 185 en 266 passes tentées, 69,5% d'efficacité, 1959 verges récoltées. Au sol, présentement, Karim Carey, 113 tentatives, 611 verges en 9 parties. Brendan Oliveira, 107 verges, 107 courses tentées, 611 verges. Donc les deux premiers à égalité avec le même nombre de verges récoltées. Le top 3 se conclut avec William Stenbach, 111 tentatives pour 518 verges. Au niveau de la réception, McInnes du côté de la Colombie-Britannique, 59 réceptions, 834 verges. Le seul à plus de 800 verges récoltées. Tyson Philpott, deuxième, 58 réceptions,
779 Et là, verges. j'ai juste envie de dire, le Tyson Philpott, s'il n'avait pas été blessé dans la dernière rencontre, on pourrait avoir 2 receveurs de passe présentement au-dessus de 800 verges. Oui, puis peut-être même qu'il serait premier présentement. Hollins, deuxième représentant des Lions dans le top 3, 44 réceptions, 724 verges par la voie aérienne. Donc, ça c'est pas mal là, au niveau des statistiques dans la LCF avant d'aller vers la semaine 11 et d'aller notamment faire nos prédictions. Dans la LCF, il y a eu quelques nouvelles. On va prendre le temps d'en parler rapidement. Premièrement, la Colombie-Britannique qui va avoir Rook avec eux. Je ne sais pas si je le prononce correctement, là. Le corps arrière qui a accepté un contrat de 3 saisons. Les Lions de la Colombie-Britannique ont libéré le corps. Ouais, c'est ça, ils ont libéré le corps de Le Gala et Brennan Armstrong mercredi dernier. Donc, Roque qui avait eu des essais la semaine dernière avec Kansas City et avec les Jaguars. Non, je me trompe là. Nathan Roque, là, je veux pas dire n'importe quoi. Nathan Roque. Il a accepté un contrat. Je veux pas me tromper là. Je l'avais l'information. Ah, c'est ça, il a été libéré par les Falcons d'Atlanta. Ouais, il avait pratiqué avec Miami et Atlanta là, C'est dans la dernière Miami, semaine. Atlanta. Ouais, exactement. Donc, pour parer à la perte de Vernon Adams, c'est un ajout intéressant pour les Lions. Mais là, ce que j'ai hâte de voir, c'est l'impact qu'il va avoir avec l'équipe. Et 2, s'il y a un bon impact, qu'est-ce qui va arriver au retour de Vernon Adams Jr.? Ça va être à suivre. Sinon, nouvelle intéressante qui pourrait peut-être être en faveur des Alouettes. Austin Mack qui a été libéré par les Falcons. Est-ce que tu t'attends à un retour d'Austin Mack avec les Alouettes? Tout va dépendre de s'il y a une autre équipe de la NFL qui est intéressée. Là, dans le fond, il est encore sous contrat Austin Mack avec les Alouettes jusqu'en 2025, jusqu'à la fin de la saison 2025. Donc, s'il n'y a pas d'autres offres d'essais dans la NFL, il revient avec les Alouettes, c'est certain. Moi, j'ai hâte de voir si c'est ça qui va arriver. C'est certain que c'est un bon receveur de passe. Je peux pas dire que j'ai été surpris de le voir libéré par les Falcons. C'est plus rare que des joueurs de la CFL rentrent dans la NFL avec des essais. Là. Ça arrive pas tous les jours nécessairement. Mais je serais pas surpris là, qu'il y ait un autre essai ou 2 avant de revenir en CFL. Je dirais pas qu'il y a aucune chance non plus qu'il se taille une place dans une équipe qui aurait peut-être besoin de bons receveurs de passe. C'est un très bon receveur de passe, des bonnes jambes, des bonnes mains. C'est sûr que ça serait toute une addition pour les Alouettes qui ont déjà tout un corps de receveurs de passe, comme j'ai mentionné tantôt. On rajoute un receveur de passe qui est, selon les scouts de la NFL, worthy, excusez l'anglicisme, d'avoir un essai de NFL. Ça en dit long sur le calibre de joueur que c'est. Ouais. Je pense que ça serait toute une addition, surtout pour Tyson Philpott qui est blessé. Si je me trompe pas, je pense que Reggie White s'est blessé aussi la semaine dernière. Ça serait assez intéressant de le revoir avec les Alouettes. Oui, bien d'accord avec toi. Et tantôt, là, on parlait de Treeford. On n'était pas sûr de ce qui est arrivé. Il a été blessé là, dans le dernier match. Donc, ça va être à suivre là, du côté d'Edmonton. Allons vers nos prédictions de la semaine 11 dans la LCF. Et on a Nicolas Zotta qui a commenté « Au moins, Montréal est premier dans un sport. » Ouais, effectivement. C'est vrai que c'est le fun d'avoir une bonne équipe au moins dans un sport. Ouais, parce que présentement... Ça fait changement du reste présentement, là. Ouais, effectivement, ça fait changement. Semaine 11, Ottawa qui va affronter les Stampeders à Calgary. Ça va être un bon affrontement, là, entre Calgary qui, doit se relever de une défaite contre les Argos et Ottawa qui doit revenir en force suite à un match nul contre la Saskatchewan. J'ai envie de mettre... ça va être un duel entre Drew Brown et Jack Mayer. Ça risque d'être intéressant. Je vais avoir un penchant pour Drew Brown et le rouge et noir, moi.
Moi, je vais y aller avec Calgary. Jake Maier, une autre très bonne performance la semaine dernière. Je pense que ces deux équipes, là, Ottawa ont certainement une meilleure position au classement, de meilleure fiche depuis le début de la saison, mais je pense que c'est deux équipes assez semblables, assez proches niveau calibre. Je pense que Calgary sont capables d'aller chercher un match comme ça. Puis je pense qu'il faut qu'on arrête de nommer les mêmes équipes quand on fait nos prédictions, parce que ça commence à être la même chose à chaque semaine, on prend les mêmes équipes. Fait que je vais prendre une chance avec Calgary pour cette semaine contre Ottawa. Ouais, c'est vrai que tu as un peu raison là-dessus. En même temps, il n'y a pas vraiment là, de surprise dans la LCF, donc Non, c'est certain. c'est un peu dur là, on dirait d'avoir des prédictions différentes, mais c'est vrai que dans un match entre Ottawa et Calgary, je pense que il y a des chances de chaque côté, donc je pense pas qu'il y a de mauvaises prédictions à ce niveau-là. Un autre duel qui va être fort intéressant. La Saskatchewan qui va recevoir les Alouettes. On l'a vu dans le match entre les deux équipes, là, il y a environ 3 semaines. Dans un match chaudement disputé avec l'entrée en scène de Davis Alexander à Montréal. Une victoire in extremis de 20-16. Je pense que du côté de la Saskatchewan, on va vouloir se reprendre. Je pense qu'on va vouloir disputer un fort match. Je crois que ça va être serré encore une fois. Mais je ne crois pas que la Saskatchewan va l'emporter. Mais ça va être un match serré. Fait que pour moi, les Alouettes vont être les gagnants de ce match-là. Je suis d'accord avec toi. Je pense que la plus grosse question qu'on aurait pu avoir sur ce match-là, c'est que Saskatchewan, c'est la première équipe contre qui Davis Alexander a joué. Donc, normalement, c'est rare que, disons, il y a une équipe qui joue 2 semaines de suite contre la même équipe. Donc, ayant ça en tête, on aurait pu penser que c'est la première fois que Davis Alexander va réaffronter une équipe. Mais dans les 2 dernières semaines, il a joué 2 matchs de suite contre les Tiger Cats. Ces 2 matchs-là se sont super bien déroulés. Pour moi, ça va être un autre fort match de lui. Je m'attends pas à moins. C'est certain que c'est un jeune corps, on sait jamais ce qui peut arriver, mais je m'attends pas à une performance moindre. Je m'attends à une autre victoire. Un autre fort match de sa part, un autre fort match de Rambo probablement. Je pense aussi que ça va être serré, ces 2 bonnes équipes, mais je vois encore Montréal l'emporter. Oui, puis ça va être de suivre là, la situation avec Reggie White et Tyson Philpott également. Un match de bas de classement le samedi 17 août prochain, alors que Edmonton affrontera Hamilton. Et écoute, j'ai envie de mettre Edmonton favori, qui est sur une lancée présentement, mais je ne serais pas surpris à l'inverse de voir Hamilton, mais avec les performances en dents de scie de Bo Levi Mitchell, je crois qu'Edmonton pourrait l'emporter. Je suis bien d'accord, je pense que c'est... on peut voir les deux côtés de la médaille de ce côté-là. T'as une équipe qui est sur une lancée, 2 victoires de suite, puis t'as une équipe qui est sur une série de défaites. Ça peut aller pour chaque équipe de 2 côtés. Trop de confiance contre une équipe de bas de classement quand t'es sur une lancée, la tête enflée, le match va mal, on s'effondre complètement rendu là. Ou on est sur une bonne lancée, on continue le momentum, on garde ça, on continue, puis on l'emporte encore une fois. Du côté d'Hamilton, on vient de perdre plusieurs matchs, manque de confiance, on arrive au match pas capable de performer, un gros manque de confiance, même contre une équipe de bas de classement. Ou, à l'inverse, on essaie de bounce back, on joue contre une équipe de bas de classement, on va chercher une grosse performance, puis on va chercher le match. C'est un match qui peut être gagné des 2 côtés. Je pense que je vais y aller avec Hamilton. Je pense que la deuxième victoire d'Edmonton était contre une équipe là, qui a perdu son corps partant, puis même on a vu, là, tu l'as mentionné tantôt, les Lions ont relâché Jake Dolegala après ce match-là. Donc c'était clairement pas un fort match pour lui. Donc je pense qu'Edmonton ont peut-être été un petit peu chanceux dans ce deuxième match de cette série de victoires-là. Fait que je pense que Hamilton vont aller chercher ce match-là cette semaine. Oh, Hamilton du côté de Cédric et Edmonton de mon côté. Lequel des deux remportera le duel? La réponse la semaine prochaine. Dernier duel de la semaine 11 dans la LCF. Et j'ai envie de dire un duel intéressant entre 2 équipes de milieu de classement. D'un côté, Nathan Rourke qui va avoir son premier match avec les Lions. Et de l'autre côté, un Zach Collaros en pleine possession de ses moyens
depuis quelques matchs. J'ai envie de te laisser aller avec ta prédiction avant de me lancer. Mais là, je retourne voir le match d'il y a 2 semaines. Les Blue Bombers ont blanchi les Lions. Puis encore une fois, j'ai l'impression que je me répète sur plusieurs de ces matchs-là. Des deux côtés, ça peut aller de 2 directions différentes. Les Lions, agressifs, on s'est fait blanchir la dernière fois qu'on a joué contre Winnipeg. On veut revenir fort. Le problème que j'ai de ce côté-là, c'est qu'il manque un Vernon Adams qui est la différence pour BC depuis le début de la saison. Est-ce que Nathan Rourke, qui a eu des essais avec une équipe de la NFL, donc les scouts de la NFL ont vu quelque chose en lui, ont vu un bon corps arrière, est-ce que il va faire le travail pour BC? Puis du côté des Blue Bombers, on a écrasé les Lions, dernier match qu'on a joué contre eux, 25-0, on les a blanchis. On peut arriver à ce match-là avec trop de confiance, penser qu'on les laissera pas marquer de points. C'est pas Vernon Adams qui est là, c'est un corps arrière qui est nouveau cette saison. Il a joué quelques matchs, je pense, il y a quelques années avec BC, mais a jamais eu de départ, si je me trompe pas. Donc, on pourrait arriver là avec trop de confiance, ou on pourrait savoir là, que BC, c'est quand même une grosse équipe, sont encore par-dessus Winnipeg au classement. Donc, des deux côtés, comme j'ai dit avec le match de Edmonton-Hamilton, ça peut aller des deux côtés. Je vais y aller avec Winnipeg, cependant, basé sur le fait que Vernon Adams est pas là. On a vu Davis Alexander arriver, gagner son premier match dans la saison, sauf qu'il est arrivé en fin de rencontre, début de rencontre. Je pense que c'est plus de pression de commencer, de starter un match. Je pense que ça va être plus difficile pour Rourke de l'emporter contre Winnipeg, donc j'y vais avec les Blue Bombers. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que tu as soulevé un bon point là, avec le fait que Nathan Rourke va disputer son premier match dans la Ligue canadienne. Le fait de débuter un match du début à la fin n'est pas la même vision que lorsque tu arrives en plein milieu d'un match pour tenter de calmer le jeu et de changer le vent de côté. Donc, je pense que quand tu affrontes un corps arrière d'expérience en Zach Collaros qui a plusieurs gros matchs derrière la cravate, je pense que ça devient difficile à un certain point. Collaros qui est sur une bonne lancée depuis quelques semaines aussi, il y a des bons matchs. Depuis qu'ils ont commencé à gagner des parties, Collaros, c'est une grosse partie de ces victoires-là. Oui, assurément, 100% d'accord. Donc, je pense que de mon côté également, je vais me ranger du côté de Winnipeg. Mais j'ai quand même hâte de voir quel genre de match va donner Nathan Rourke au Lyon. On lui a fait signer un contrat de 3 ans. Donc, certainement, on s'attend à quelque chose de bon du côté de Rourke. Et ça va être à surveiller. Donc, c'est ce qui complète nos prédictions de la semaine 11. Et c'est ce qui complète, mesdames et messieurs, notre épisode du podcast de votre échec avant en ce 14 août 2024. Dans un live d'1h30 où on a fait 45 minutes avec le segment coup franc accompagné de Bruce Lubin et Nicolas Zotta, où ça a été 100% CF Montréal. Et on a terminé les 45 dernières minutes avec un segment LCF, où on est revenu sur les matchs de la semaine 9 et 10, survol du classement et des statistiques, et prédictions semaine 11. On vous rappelle les Alouettes qui vont affronter les Rough Riders de la Saskatchewan vendredi prochain, à compter de 21h, puisque nous serons dans l'Ouest canadien. En mon nom, Marc-Olivier Paquette, celui de toute l'équipe de l'échec avant. Cédric, merci d'avoir été là. Merci de me recevoir. On se dit à la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Soyez prudents. Et on se voit mercredi prochain pour un autre épisode de votre podcast Échec avant. Ciao. Robidoux vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux, un tir! Et le but! Jean-Simon! Robidoux, bidou, bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. La mise en jeu, c'est Franciscaise qui s'est loué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux. Franciscaise!